dimanche politique avec le décryptage politique décalé en cette soirée dominicale pour raison de densité de l'actualité. Nos excuses pour le décalage. Merci tout de même d'être encore et toujours avec nous. Bienvenue au décryptage donc spécial de ce jour avec Agapit Napoléon Mafourika. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, vous êtes, il faut le rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet, consultant politique ici à UTélé, expert en gouvernance, expert électoral, consultant en médias et communication par ailleurs. Merci de votre disponibilité de tous les dimanches, même si ce dimanche, c'est la soirée. Soirée ou matinée, c'est un jour de travail pour nous, dimanche de repos. Je travaille dimanche des rameaux. J'espère que dans leur famille, chacun, nos téléspectateurs ont pu suivre la messe du dimanche des rameaux depuis nos antennes. Grâce au Père Bedino qui a accepté donc de dire cette messe à l'attention des téléspectateurs, à l'attention de tous ceux qui auraient bien aimé être dans une église, dans une paroisse, aujourd'hui avec les branches de rameaux et qui n'ont pas pu compte tenu de l'actualité. Donc voilà, salut à toutes et à tous. Notre devoir, c'est de les servir, c'est de vous servir. Alors, on va revenir à cette contrainte-là qui modifie les habitudes Covid notamment et la lutte que l'humanité mène à ce virus-là et aussi les précautions ici au pays. Bien évidemment que nous allons également parler de cette démission de Boni Aï, de sa présidence d'honneur de FCBE. On va en parler, mais avant, on va démarrer cette émission-là par les 4 ans de Patrice Talon au pouvoir en vous demandant les clés d'accès à la compréhension de ces 4 ans-là. Comment faire quand on n'est pas analyste? Quel élément donc avoir pour ne pas gâcher la bonne analyse de ces 4 ans? Écoutez, ne pas gâcher la bonne analyse serait difficile parce que celui qui analyse parfois sa position au niveau de l'échelle du pouvoir qu'on joue dans un certain nombre donc de manières de voir les choses, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en dessin. Donc l'analyste, lui, fait l'effort de rester dans les faits et c'est ce que nous allons essayer donc de faire. On a écouté dans la matinée le docteur Ouédé qui a quand même dit l'essentiel. Effectivement, lorsqu'on regarde la gouvernance Talon sur les 4 années, on doit quand même se dire que le Bénin a enfin gagné à sa tête un homme d'État. Et ça, ce n'est pas faire injure aux autres. Ce n'est pas faire injure aux autres. Parce que un homme d'État a beaucoup de talent. C'est un ensemble de talents. On parle de la sagesse de Salomon. Et je ne vais pas encore être prétentieux dans mes analyses en disant, ou bien être naïf, un peu trop à la candide, en disant que le président Talon a déjà acquis la sagesse de Salomon. Mais je pense que il essaye quand même d'intégrer dans la gouvernance tous les éléments possibles de gestion de la cité, des hommes, des intérêts, des contraintes, des situations. Et ça, lorsque vous arrivez à faire cette jonction, si vous n'êtes pas sage, alors vous êtes quand même encore déjà sur la voie. Vous êtes déjà un cran supérieur aux autres. Et ça, c'est ce qu'on peut dire, ce que moi je peux retenir en analyste donc des 4 années. Alors, pour les décliner, je fais comme le docteur Ouédé. Tout simplement, regardez l'appareil gouvernemental. Regardez l'équipe, je vais dire l'équipe. La nature de l'équipe, vous voulez dire? L'équipe elle-même. Dans son contenu, dans sa structure, dans son fonctionnement. D'abord, une équipe cohérente. Elle est cohérente parce que elle répond à l'attente des objectifs que le président Talon lui-même assigne à cette équipe et de ce qu'il voudrait avoir comme résultat. Cette cohérence se perçoit tant que ça par, on va dire, les lambda qui ne sont pas analystes comme vous. Mais à moins qu'ils cherchent autre chose. Il n'y a rien qui leur montre qu'elle n'est pas cohérente. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de bavardage. Il n'y a pas d'errement. Il n'y a pas de fanfaronnade. L'équipe gouvernementale, chacun à son poste fait son travail. Je veux quelqu'un pour me dire le contraire.
même le Béninois lambda, je ne sais pas si je vous dis de me citer d'abord de me donner le nombre de ministères que nous avons, si vous pouvez nous le dire directement. Parce que on ne les voit pas. Si vous dites de me citer leur nom, c'est pas si évident que vous me donnez les noms. Ni difficile parce que simplement, on ne les voit pas à la télé systématiquement. Quand le ministre de la Défense, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez me donner son nom, et combien de fois il est passé à la télé, par exemple. Mais qu'est-ce que vous avez à systématiquement bûcher les noms des ministres? Par d'autres temps, les sorties, la présence sur le terrain signifiait travail. Est-ce que ça signifiait nécessairement travail? Ça signifiait messe? Ça signifiait descendre sur le terrain pour aller expliquer les actions gouvernementales systématiques? Ça veut dire un certain nombre d'actions, d'éclats pour montrer au chef qu'on est là, qu'on le remercie tout le week-end. L'activisme politique aussi. Enfin, c'est un activisme politique teinté d'opportunisme pour pouvoir se maintenir, enfin se faire voir et se maintenir sur place. C'est vrai, nous l'avons vécu, nous l'avons peut-être intégré. On l'a intégré dans le quotidien. En disant, bon, on n'avait que ça. Beaucoup le déploraient, sans doute. Bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Donc, et aujourd'hui, on a une équipe des ministres qui s'occupent que de leur travail. Ça, c'est déjà un élément qui est visible. Ensuite, l'action gouvernementale elle-même est autour d'un chef. Le chef, il n'y a pas de... Ça ne détonne pas. Avant, vous allez voir un ministre dire... Un autre ministre contredit tout au moins. À défaut de dédier. Et c'est à défaut de dédier, c'est un peu trop. À mon avis, il dit autre chose. Il dit autre chose. Ou totalement pas l'autre. Et ou bien chacun vient à la télé faire son show. On n'a plus ça. Les ministres travaillent. Homogénéité donc des actions. Cohérence. Je voudrais rester dans la cohérence. Cohérence de l'équipe. Un autre élément de stabilité, de cohérence, c'est que vous ne voyez pas le poids des politiques. Il n'y a pas un parti qui va dire c'est mon ministre. Même si le dernier remaniement a essayé de gérer les donnes politiques, ce n'est pas que le seul aspect. Et même les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui, parce qu'ils sont membres de tel bloc ou bloc, savent bien qu'ils n'y sont pas parce que ils sont politiques, ils y sont parce qu'ils entrent dans une politique, ils peuvent donner. Donc, l'un dans l'autre, je donne l'exemple. Le ministre de la Communication qui est intervenu avec la scission de ce ministère en deux. Donc, voilà, madame la ministre était dans son secteur, économie numérique et communication. Et puis là, elle est partie au numérique. On a un ministère de la Communication et des Postes. Alors, qu'est-ce qui a pu bien mener à un ministère de la Communication? On a vu. Le ministre communique, c'est l'opportunité qui lui en donne l'occasion, porte-parole du gouvernement. Et donc, on l'écoute. Avant, c'était le ministre de la Justice qui rendait compte des conseils des ministres. Après, c'était le ministre de la Culture. Là, maintenant, c'est le ministre de la Communication, qui non seulement porte cette parole au thème des conseils des ministres, mais entretient un contact avec les médias. Un contact mensuel. Un contact mensuel, enfin un contact avec les populations à la base. Des échanges, des explications. Les plateaux télé. Voilà. Donc ça montre quoi? Que la voix du gouvernement est unique. C'est le chef qui, en ces temps-ci, permet à l'un des collaborateurs qu'il a désigné, un ministre, de le faire. Quitte à ce que quand lui-même veut apprendre, il apprend. La dernière fois, il y a deux choses. Pour illustrer ce que je dis, dimanche. Tout à fait. Dimanche 29 mars. C'est lui-même qui a voulu, qui a demandé à faire prendre la parole pour parler donc des options, du fondement des options du Bénin en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. Donc, il aurait pu laisser le ministre, puis le ministre a commencé. Mais d'autorité, parce qu'il en a le droit, parce que c'est lui qui est délégataire, quand il demande. Et il est important que le peuple écoute son chef de temps en temps sur un certain nombre de grands sujets. Donc il y a ça. Deuxième élément, le lundi 30, les ministres se sont retrouvés face aux relations des médias. Il y avait trois ministres, dont celui de la communication. Mais le sujet concernait aussi bien la communication et la santé. Donc le ministre de la Santé y était.
Et il y a un aspect de poursuite et de sanctions. Le ministre de la Justice y était. Donc, tout le monde y était. C'est pour dire que rien que cet aspect-là. L'autre aspect de la cohérence, c'est les décisions elles-mêmes. Mûrir, penser, peser et sous-peser, de telle sorte que aucune cacophonie ne suit leur annonciation, leur publication et leur mise en œuvre. Ensuite, on n'annonce pas pour faire marche arrière. On rétropédalage pas. On avance. Ça c'est. Je peux citer d'autres éléments, mais voilà quelques éléments qui montrent quand même que, oui, le gouvernement, 4 ans, ce qui saute à l'œil, c'est la cohérence des actions. C'est la maîtrise du sujet, c'est le souci d'atteindre des objectifs avec des hommes et des femmes qui sont choisis à cet effet et qui semblent bien maîtriser le mode opératoire. Et donc, du coup, nous avons passé 4 années d'une gestion totalement différente de celle auquel nous avons assisté jusque-là. Vous dites que c'est, on va dire, une première hein, dans l'histoire, même quand on voit peut-être avant 90, il n'y a pas de similitude, il n'y a pas... Alors, si vous me renvoyez avant 90, on rentre au système du PAPB. Pourquoi pas? Oui, alors là, dans un système de centralisme politique, on appelait cela le centralisme démocratique. Oui, c'était presque ça. Mais il y avait à côté de la propagande idéologique, hein, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y avait à l'époque le rôle central du bureau politique du comité central. Le rôle central du bureau politique à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas un politique bureau. Il n'y a pas un bureau politique. Il y a un chef qui fixe les capacités collaborateurs. Chef de l'État, chef du gouvernement, par ailleurs. Donc, sur le PPB, on ne peut pas, il y a beaucoup d'éléments de similitude. Mais ici, nous avons un président élu dans le cadre des règles de la démocratie pluraliste. Et à l'époque, c'était la démocratie populaire, un peu de type monolithiste. Voilà. Donc, non. Et en dehors de là, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc, je pense que si vous voulez des exemples dans l'histoire du Bénin, c'est peut-être sous le PPB qu'on peut trouver quelques races, enfin, quelques éléments de similitude. Je dis bien quelques éléments de similitude. Et avant, et après, en dehors du PPB, il n'y en a pas réellement eu. En termes de cohérence, je parle de cohérence, de visibilité, d'orientation claire, de ligne, de boussole et de sérénité, comme de célérité dans la gestion des dossiers. Quand vous avez dit, on va dire, cohérence dans des prises de décision, des décisions mûries, bien réfléchies, mûries, ensuite déclinées, mais pourtant, le gouvernement et son chef n'ont pas manqué d'essuyer on va dire, des critiques hein, à certains moments, durant ces 4 ans-là. Mais c'est là qui montre qu'il est sur le terrain de l'action. Voilà un homme qui... L'action parfois appelle à l'incompréhension. L'action donc appelle parfois à l'incompréhension. Oui, l'action appelle à l'incompréhension. L'action, quand vous voulez agir, quand vous voulez changer le cours des choses, vous n'avez pas toujours compris. Le processus de changement s'accompagne toujours de résistants. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans leur ligne habituelle. Il y a des gens qui préfèrent, ils savent que ça ne va pas, mais ils sont déjà dedans. Il n'y a plus la température de ce qui ne va pas. Mais ils préfèrent dire, d'accord, ça ne va pas, mais bon, nous au moins, on est déjà là. C'est déjà pas mal. Demain, c'est un autre jour. On sera, parce on ne sait pas ce qui va arriver si on veut changer. Autant gardons ce que nous avons. Dieu fera le reste. Il y a ce type de langage qui font que les gens ne veulent pas avancer. Ils ont peur du lendemain. Tout simplement. Donc, lorsque vous êtes porteur d'un projet de changement, vous devez faire votre grande coalition autour. Et pour pouvoir avancer. C'est ça. Et je pense que le président Talon a pu, au fil des jours et des mois, asseoir sa vision en créant, en opérant cette coalition pour le changement. Et ça, son prédécesseur n'a pas réussi. Même en nommant un conseil technique au changement, même en nommant plein de personnes, il n'a pas réussi à atteindre ce niveau de maîtrise de soi et de maîtrise des dossiers
autour de soi. Donc ça, c'est quand même une qualité qu'il faut reconnaître au président Talon. C'est une qualité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'action sur M. Kérékou. Il y avait de petites actes, de petites musiques pour montrer qu'on est là. Mais après, tout est resté en... Non. On n'a pas bousculé. On n'a pas voulu bousculer parce qu'on estime que cette constitution a été réalisée pour soi et qu'on ne fera rien pour la toucher. Et avant, il y avait un Soglo qui venait d'arriver, qui ne maîtrisait pas vraiment les règles du jeu. Donc voilà un peu, quand vous faites le point, franchement, le président Talon se positionne progressivement comme unique dans la sphère des gouvernants du pays. Se présente comme unique dans son genre, unique dans sa nature de fermeté, unique dans son ambition de gagner. Quand vous parlez de son ambition de gagner, il y avait quand même ce chantier-là qui est immatériel, le chantier notamment des réformes politiques, l'un des, on va dire, des intouchables au niveau du pays. Là encore, l'évaluation aujourd'hui, 4 ans après, on peut dire qu'il a réussi son mandat à ce niveau. Mais c'est justement là, voilà un président qui venait pour passer un mandat. Il a dit clairement, un mandat unique de 5 ans. Transition et qui souhaitait qu'il y ait une réforme constitutionnelle et pour qu'on institutionnalise le mandat unique. Dans ce programme, quand tout le monde n'était pas d'accord. Mais il a pu conduire un an après son arrivée au pouvoir, il a déjà le projet de loi constitutionnelle pour passer au mandat unique. Le projet a été rejeté par les députés, alors qu'il a tenté de leur faire comprendre sa philosophie. Et quand on dit un mandat, il a estimé que ce mandat-là, cette exigence de mandat serait opposable à lui-même. Donc le texte disait que le mandat unique s'appliquera, que la nouvelle constitution s'appliquera toute son amplitude à tous les anciens présidents de la République, y compris celui qui est en reste. Mais est-ce qu'on peut encore trouver d'autres manières de montrer sa bonne foi et sa disponibilité? Mais bon, il a trouvé des Béninois qui la savent lire dans la pensée, dans l'âme des autres, qui disent ah non, c'est peut-être trop beau, c'est trop beau. Donc le projet a été rejeté. Le projet est rejeté, du coup, il a changé de cap. Parce que si la coalition de départ n'a pas réussi à faire voter le projet, il fallait élargir un peu la coalition. Et pour élargir la coalition, renforcer la coalition. Et donc, il a commencé à renforcer. Mais il n'a pas abdiqué. Les lois politiques, les réformes politiques qui ont suivi, qui ont été douloureuses pour certains, ne l'ont pas été parce que le président a voulu de fait cela. Tout cela entrait dans le cadre de la réforme du système de l'État. Quand les gens ont refusé, non, la réforme commençait un à une. Mais en les calquant, en les intégrant dans le système institutionnel ou constitutionnel du pays. L'un des éléments sur lesquels peut-être il faut, on va dire, insister, c'est quand même cette belle posture-là à l'international. Un discours, on va dire, particulier, une présence particulière désormais à l'international. Absolument. Lorsque le chef d'État voyage, par exemple, qui dit qu'il n'est pas venu quémander, il est venu... demander qu'on observe le Bénin. Exact. Mais déjà, c'est un autre langage. Il faut avoir quelque chose avant. Absolument. D'habitude, quand les gens vont, vraiment, vous allez nous aider, vous allez nous faire, tel pays va nous aider à faire ci, on fait ça, on a besoin de... Non, observez-nous. Mais ça, c'est quelle élégance. Quelle élégance. Quelle démonstration de fierté. Et ça, je ne vois pas quel Béninois ne s'en sentirait pas fier d'écouter, ne se sentirait pas fier d'écouter son chef d'État parler comme ça. Ça veut dire, nous avons quelque chose à vendre. Et aujourd'hui, regardez-nous. Regardez le Bénin. Il est allé à Dakar. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Mais devant un parterre d'intellectuels, spécialistes, de barons du capitalisme mondial, devant un certain nombre de spécialistes des finances internationales, devant un certain nombre d'érudits des sciences économiques, je pense qu'il a fait une leçon
hein, de finances de développement. De finances de développement. Il a fait une leçon sur les risques. Il a fait une leçon de partenariat avec les institutions financières internationales et des exigences de stabilité et de croissance. Il a fait une leçon tout simplement de finances internationales au monde de finances internationales. Tout comme dans la lutte contre les faux médicaments, il avait aussi tenu un discours particulier, je pense qu'à Genève, si je ne me trompe. Absolument. À Genève. Absolument. En mettant directement. On peut même faire le parallèle aujourd'hui avec ce qui se passe un peu, mais bon, comme des vidéos ont circulé il y a quelques semaines, bon, donc, mais quand même, on peut dire, mais quel visionnaire. On peut dire, mais quel visionnaire. Quand il a fait de faux médicaments. Quel visionnaire. Donc, le président Talon, on ne l'a peut-être pas vu venir. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a trouvé. Celui qu'on n'a pas vu venir. Mais qui dit dès le départ dès le début pour dire non, écoutez-moi, attendez, ne vous inquiétez pas, même à ces proches partisans, vous me verrez à la fin. Et vous ferez. Vous devez me porter en triomphe. Mais à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose que quand on dit aux autres, observez-nous, et après vous verrez bien. En fait, c'est cette fierté, cette assurance de soi, cette maîtrise de ce qu'on fait, qui fait l'élégance de la gouvernance Talon. Ça, on ne peut pas, quand je le dis, moi je m'extasie à le dire, parce que on a vu autres, on a cru à d'autres. Celle-ci, hein, que ce soit le citoyen ou l'analyste, on ne peut que tirer la révérence, enfin, faire la révérence parce que il y a de la qualité. Il y a d'autant plus de la qualité que regardez, regardez les 2 dernières décisions majeures, à mon avis, du président Talon. Ça n'a pas l'air, ça ne serait pareil, ces 2 dernières décisions majeures. C'est d'abord par rapport à la fermeture des frontières au Nigeria. Mais attendez, ailleurs tout le monde, il y a eu plusieurs missions, le chef d'État aurait déjà fait 10 peut-être aller-retour au Nigeria, vantant le mérite de grands voisins, vantant la nécessité pour nous. L'histoire commune. Mais le président n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit qu'on était en guerre avec le Nigeria. Il n'a jamais souhaité d'ailleurs une guerre avec le Nigeria, on ne peut pas le faire. Mais quelle est la posture? On continue de négocier, on laisse la place aux négociations, mais après on fait rien. Et ça, c'est dans la posture de la carrière, dans la personnalité du président. Alors les gens commencent à crier, aujourd'hui, à l'époque nous l'avions dit, que nous pouvions vivre sans le Nigeria. C'était difficile à être entendu. Ah mais il fallait bien le savoir, qu'on pouvait vivre sans le Nigeria. Parce que justement, la question que les macroéconomiques ou les microéconomiques, ça dépend de là où ils se positionnent, pour dire qu'apporte le Nigeria au Bénin fondamentalement. Qu'apporte le Nigeria au Bénin fondamentalement. Et quand cette question sera posée ici, vous verrez bien que ce n'est pas si facile. Donc, globalement, ce que je pense, c'est que cette décision par rapport à la frontière des frontières avec le Nigeria, ajoutez maintenant la deuxième, qui est Covid-19. Mais tout le monde s'attend à ce que le président ferme les frontières, ferme les écoles, ferme les marchés. Mais depuis là, c'est les mêmes qui vont dire, ah, on a fait, autant nous laisser sortir que de... Voilà, c'est les mêmes citoyens qui diront les mêmes choses. Mais même si les citoyens ne disaient pas ces choses, et si ça se perdurait, la situation perdurait, on ne le souhaite pas, mais si elle perdurait, quelle aurait été l'issue? Quelle serait l'issue? En Europe, c'est différent. Il n'y a pas de vision-conférence. Encore que là, toute la population ne perçoit pas aussi les choses facilement. Les gens crient, hein. Absolument. N'est pas facile. Oui, non, c'est pas pour dire que c'est facile, mais c'est pour dire qu'on pourrait même, en Europe, diminuer d'un peu de réunions, de marché, quoique, comme vous le dites si bien, malgré ces gens crient. Donc, c'est pas si évident. C'est pas si évident, et c'est pour ça que moi, dit, il y a de l'élégance dans cette gouvernance. 4 ans après. Et donc, le président a tiré les conclusions. Et pour moi, je pense que s'il voudrait bien s'il voulait qu'on attende la fin pour l'applaudir, je pense que nous sommes en train d'atteindre cette fin. Et qu'il est temps que les gens l'applaudissent
à Ryadia, qu'on l'applaudisse à fond, parce que le travail qu'il mène est un travail de titan. Et surtout, le travail là est unique dans les annales de l'histoire de notre pays. Vous avez fait la transition avec la lutte contre la propagation de Covid-19. Bien évidemment, nous allons l'aborder. Ça fait une semaine que le cordon sanitaire s'est ajouté à bien d'autres décisions comme la fermeture des lieux de prière et autres lieux qui nécessitent, on va dire, beaucoup de présence. Alors, évaluation après une semaine, est-ce que les populations commencent pas vraiment être au pas des exigences de cette lutte? Globalement, on peut dire que ces mesures étaient les bienvenues parce qu'on a, un peu comme partout d'ailleurs dans le monde, on a des populations incrédules. Donc je pense qu'il a fallu ces mesures fortes, même bien teintées d'humanisme. C'est des mesures fortes, mais très bien pensées, et avec une bonne, bien des brèches pour que le social, pour que l'homme continue d'exister et d'aller devenir. Donc, dans l'ensemble, oui, il a fait ces mesures fortes pour que certains se rendent compte de la gravité de la situation. Voilà. Donc, est-ce que une semaine après, oui, une semaine après, je pense que là, le nombre de personnes converties vraiment à la réalité des phénomènes de l'homme, ça a beaucoup accru. C'est accru, tout simplement parce que des faits sont là, des réalités sont là, visibles, les forces de sécurité sont présentes. Un certain nombre de dispositifs sont pris et sont mis en œuvre qui oblige les gens à comprendre que c'est cela la situation. On est, en tout cas, pour ce qui concerne cette journée de dimanche, le point a été fait vendredi. Le Bénin est à 16 cas d'infection, 2 guéris, 14 sous traitement. On peut dire que pour l'instant, les mesures gouvernementales, en tout cas, donnent leur effet. Absolument, ça veut dire donner leurs effets, et ça il faut saluer, il faut s'arrêter de le faire, comme nous le faisons, on l'a fait toute la semaine. Il faut saluer le gouvernement pour cette anticipation, puis pour la gestion prompte et sérieuse des cas annoncés, et surtout aussi des cas qui sont entrés, des personnes qui sont entrées par les voies normales et qui sont suivies depuis. Je pense que le gouvernement s'est pris très tôt. Et comme l'a dit le président Talon, cette bataille mérite d'être gagnée et moi je pense qu'elle sera gagnée. Cette bataille donc qui sera gagnée, mais avec la discipline et surtout le don de soi de chaque Béninois. Je pense que c'est à la portée de tous, la discipline. Je pense qu'au besoin, il faut l'imposer. À des moments donnés, il faut l'imposer parce qu'il y a quelques irascibles, des vétérés sceptiques qui comprennent rien à la chose et qui vont opiner là-dessus du matin au soir. Donc, il faut la présence de l'appareil répressif à un moment donné pour ramener les délicats à leur base. Donc, en dehors de ça, je pense que oui, c'est vrai, le gouvernement a la maîtrise de la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître d'autres cas. On peut en connaître, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est fait est déjà rassurant. Tant que les mécanismes sont mis en place pour, par exemple, récupérer ces cas-là, les gérer, surtout que la population, chacun à sa position, donc participe à cette lutte-là, avec les gestes, notamment les gestes barrières et les gestes de distanciation sociale. Alors, chaque soir, pratiquement, il y a une rubrique ici à UTélé réservée à Covid-19 et la lutte que le Bénin mène dans ce sens-là. On va donc avoir le temps d'y revenir. On peut passer à cette autre actualité. Aujourd'hui, ce message, très long message de Boniaï à ses militants, ou plutôt aux militants FCBE, bien évidemment, pour faire court, il jette l'éponge la présence d'honneur du parti. Écoutez, pour moi, c'est pas un grand événement, sinon c'est pratiquement un événement marginal. Boniaï, parti de la présidence d'honneur à la veille probable, si Covid ne perturbe pas les choses, la veille des élections, on peut le dire, c'est pas un événement? À mon avis, c'est pas un événement. À mon avis, c'est pas un événement parce que ça fait longtemps qu'il ne maîtrise plus le parti, qu'il n'avait plus prise sur le parti. Alors, à partir du moment où vous n'arrivez pas à prendre la hauteur, lorsque vous avez exercé assez haut niveau, alors tout ce qui arrive peut arriver parce que c'est vous le chef. Et quand vous parlez beaucoup, quand vous êtes rangé dans un camp contre un autre,
il va sans dire que les autres ne l'entendront pas ainsi. Alors la bataille qui a eu lieu, la guerre de clans qui ont eu lieu avant que les choses se stabilisent un peu, chacun voulait s'en référer au président d'honneur, Boni Yayi. Donc aujourd'hui, opportunément, il dit qu'il interdit aux gens d'utiliser son nom et son attribut pour faire campagne, d'accord. Bon, mais cela dit, on peut constater qu'il y a rien de nouveau sur le soleil. Il en est pour quelque chose dans cette issue-là, finalement. On va dire, il a fait un combat de bas niveau par rapport à son standing, à son niveau. Non, écoutez, je n'ai pas envie de porter un jugement de valeur sur ses comportements individuels lors des législatives des présidents. Cette tension partielle à mon avis, mais il n'a pas été à la hauteur de la gestion de son parti. Il faut dire les choses clairement. Il n'a pas été d'autant plus à la hauteur de la gestion de ce parti lorsqu'il était question de travailler dans le comité paritaire à l'Assemblée nationale. Les leaders de l'opposition travaillent, FCB. Mais après, on a demandé qui quitte. On ne peut le faire que si on a la carte du président. Mais en demandant aux gens de quitter, et ces gens-là quittent, et en nous mettant dans une situation de désordre. Ceci dit, à l'interne, même à l'interne donc du parti, les protagonistes ne le ciblaient pas. Mais cette dispute-là, finalement, on va dire, finit par pousser le patron à dehors. C'est comme ça, il faut non, écoutez, je pense qu'on donne beaucoup au parti, au président Yayi dans ce parti. Il faut qu'on soit direct. Le FCB, c'est quoi? C'est d'abord un rassemblement de partis et de personnalités politiques autour de la gouvernance de Boni Yayi. À l'origine. À l'origine. C'est les députés d'abord. Il n'en était pas le fondateur, le créateur? Non, du tout. Il n'était pas le. C'est Janvier Yaoundé ou un certain nombre de députés élus et proches du président Yayi à l'époque qui l'ont fait, qui ont créé le FCB. Il faut demander à ces responsables aujourd'hui, Kogindro, Yaoundéou, et peut-être d'autres, je ne sais pas, qui étaient à l'origine. Mais il sait que l'honorable Yaoundéou, tout au moins, je le sais, parce qu'au début, c'était lui. C'était lui. Et d'autres personnalités autour. Et donc, ça a permis... Attendez, Boni Yayi, il a venu au pouvoir en 2006, avec un conglomérat de partis. C'est des personnalités qui l'ont suscité. Vous prenez quelqu'un comme Benoît Degla, il n'était pas politique, il n'avait pas de parti politique. C'est eux qui l'ont fait venir, c'est eux qui... Il a créé un mouvement Yanaï à l'époque, je me rappelle, qui ça sentait être ONG, mais bon voilà, faire des dons et faire la promotion donc de nouvelles gouvernances, etc. comme ça, et ainsi de suite. Vous regardez un peu partout, beaucoup ont fait, et maintenant les politiques sont entrés dans le jeu. Voilà comment il a gagné le pouvoir en 2006. Et une fois au pouvoir, les législatives de 2007, c'est autour de lui que les candidatures étaient... Et c'est pour ça qu'il y a des parallèles qu'on peut faire. En 2007, alors que le parti n'existait même pas, les candidatures aux élections ont été faites directement par l'appareil autour du président Yayi. Donc, parfois on a laissé des chefs de parti, on a pris d'autres. Je me rappelle toujours des situations ubiesques où des chefs de parti ont été laissés totalement de côté. Et d'autres ont dit, bon, il fallait renouveler la classe politique. Et bon, le discours passait à l'époque. Donc déjà, alors donc quand j'ai lu par rapport à la décision d'aujourd'hui, il dit, mais bon, enfin, il faut vivre pour voir ces choses-là. Parce que en 2007, il y a plein de chefs de parti qui auraient pu reprendre. Et il y en a d'ailleurs qui l'ont fait. Qui l'ont fait et qui sont restés quoi, qui n'ont pu continuer à soutenir par exemple. Mais une fois les élections gagnées, il y en a même certains à qui on a demandé de donner leur procuration parce qu'on n'avait pas confiance en eux pour faire le bureau de l'Assemblée nationale. Alors qu'ils étaient présents, ils ont laissé des procurations. Alors qu'ils étaient même présents au Parlement. Enfin, je pense qu'on a fait l'effort qu'ils ne soient pas présents au Parlement, mais ils étaient présents sur le territoire national. Il y en a même qui étaient présents à Porte-Novo. Bon, ça c'est des jeux politiques. Enfin, du 229 de Bénin. Mais quand vous regardez le temps, quand vous regardez par exemple les candidats aux législatives de 2011 par exemple, la plupart se retrouvent aujourd'hui dans le BR de l'UP. Parce que justement, ces personnalités ont quitté une à une la barque de FCBE. Aujourd'hui, les Gbadamassi, Kassa, quand vous les regardez, ils sont tous de l'autre côté. Alors, faites le point et dites-moi combien sont encore là.
Voilà l'ossature du FCB. Donc, moi, quand j'ai lu tout ce qu'on disait, qu'on a fragilisé le parti, tout ça, mais le parti n'existe plus. Alors, ce qui a été créé après la fin du pouvoir de Yahi, là, c'est le parti FCB. Le parti FCB n'a jamais encore fait les preuves. Quand on dit, n'a jamais encore fait. L'alliance, oui. Parti, non. Mais l'alliance a perdu. Retournons aux faits. Retournons à ce que l'alliance fut en 2011. Retournons à ce que l'alliance fut en 2015. Quand on parle du FCB comme l'appareil, la mastodonte, ce qu'on veut écraser parce que ça fait peur aux autres. On dit non, revenons aux justes proportions. Évidemment, encore, moins. C'est dommage parce que le président Yahi aurait pu rester faire campagne. Et puis moi je me dis, mais donc c'est pour ne pas mordre la poussière qu'il est parti. J'allais la poser. C'est une lecture. C'est une lecture parce que il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour ne pas mordre la poussière qu'il est parti. On a regardez l'aura des Soglo. On a quand même des éléments de comparaison. Regardez l'aura des Soglo. Quand les Soglo a perdu le pouvoir, Soglo avait son fief. Il a gardé le fief. Mais après aussi, en 2011, 5 ans après, il n'a pas gagné les élections. Et il a créé une situation pour ne pas aller au second tour. C'était sûr de gagner les élections, il s'est allé au second tour. Donc, il pensait qu'il avait eu un destin national encore. Il pensait que les Béninois l'aimaient encore. Mais après, il a dit, voilà, qu'il y a eu tripatouillage. Donc, parce que s'il n'a pas eu de tripatouillage en 2001, il y a quand même les élections locales de 2002. Où il allait quand même... De 2003. 2003. Les zones contrôlées par la RBC. Si on regarde les statistiques, vous vous rendrez compte que la RBC est tcholée progressivement parce que les pontes qui le constituaient ont disparu, ont changé de camp. Mais l'aura de Soglo est restée parce que Soglo est reconnu comme le bâtisseur de la nation, le rebâtisseur de la nation, je veux dire, après la conférence nationale. Donc, et comme il n'a fait que 5 ans, quand on a commencé avec l'immobilisme un peu sous les coups, et on a dit, bon voilà, on a dû laisser Soglo, on avait les pavés au moins. Donc, et il a joué sur ça pour prendre la mairie de Cotonou. Après, on n'a rien eu à la mairie de Cotonou. Donc, aujourd'hui, quand le président Yahi va faire campagne lui-même, naturellement dans Parakou, il aura son monde. Quand il va sortir à Tchaourou, il aura son monde. Mais quand il va descendre progressivement, il n'en aura plus. Quand vous analysez tout ça, vous vous rendez compte que le président Yahi a pris peut-être de vitesse les choses. Parce qu'il ne les contrôle plus. Il n'a plus la... Si c'était son appareil sur lequel il avait la main, il aurait mis les hommes qu'il a voulu et il aurait fait le tour, sans doute. Il aurait eu mais 10% au niveau national, c'est pas évident. Pour lui. Donc, sachons raison garder, 10% au niveau national, c'est pas si évident. C'est un grand combat. Imaginez Boni Yahi entrer dans la danse, perdre, ne pas avoir les 10%. Il ressort. Alors, totalement affaibli. Alors donc, il préfère la posture de la victime, la posture du complot. Un peu, voilà, on a voulu, ce FCBE là n'est pas mon FCBE, c'est d'autres, c'est ci, c'est ça, bon voilà. Bon donc, on étiquette les autres, comme d'ailleurs on a commencé à le faire depuis. La question c'est, et si aussi, en prenant d'avance, on va dire, même les analystes que vous êtes, ils percevaient la possibilité pour les FCBE de gagner sans lui. Parce que finalement aussi, il s'est tué depuis un moment. Est-ce que ce n'est pas un moyen de saper cette victoire-là que d'afficher sa défection aujourd'hui, son départ aujourd'hui? Moi, je pense que sans Boni Yahi, le FCBE se portera encore beaucoup mieux. Je pense que là maintenant... Même quand ça se dit aujourd'hui... Là, je pense qu'il libère les autres, à mon avis. Je pense qu'il libère les autres. Au lieu que les Paul Moukwé se lamentent, il perdrait à se lamenter. J'ai lu sur les réseaux sociaux que la première réaction de Paul Moukwé, c'est qu'il n'a encore reçu aucun papier, aucun acte de démission. Je pense qu'il faut qu'il prenne acte rapidement de cette affaire. Et qu'ils passent à autre chose. S'ils ont envie de gagner, en tout cas, s'ils ont envie d'exister comme parti, et de prendre leur indépendance. Mais c'est possible alors une FCBE sans Boni Yahi. Mais Boni Yahi, il n'avait pas de parti quand il est venu au pouvoir. Il n'en avait pas quand il a quitté le pouvoir. L'une des alliances
Yahi vers la fin, mais composé de ces anciens partisans, Tosakalafia, c'est l'alliance Soleil. C'est une alliance. Alors, est-ce que... Qui a brillé un peu au nord. Bon, voilà, c'est le soleil à lui. Exactement. Très bien. Alors que c'est d'anciens FCBE. On y verrait les... Alors qu'il voit, il y avait dedans d'anciens FCBE. Alors, donc, c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, c'est pour vous dire que FCBE s'est créé comme un parti ordinaire, à mon avis, débarrassé de tous ceux qui étaient au pouvoir et qui brillaient et qui faisait briller le pouvoir. Et lorsque le pouvoir change, le regard qu'on porte sur moi, si j'étais ministre, je suis aujourd'hui ministre, n'est pas le même regard que la population porte sur moi lorsque je perds cette position et qu'un autre prend la position. La preuve, vous voyez des ministres, quand hier vous invitez X, il vient, vous êtes content de l'avoir parce qu'il est ministre. Tout à fait. Alors qu'il y a quelques... Avant-hier, vous n'aurez pas tendu vos micros parce qu'il était un élu inconnu. Sans effet sur l'audience. Sans effet sur l'audience, exactement. Donc, c'est de dire que nous sommes encore en Afrique. Nous sommes encore dans où les populations sont régimistes. Les populations sont régimistes. Les populations ont d'abord, le détenteur du pouvoir est d'abord considéré. Et donc, lorsque vous ne l'avez plus, l'aura baisse progressivement. Alors donc la théorie du complot est vite fait. Ah oui, on nous a imposé. Oui, voilà, c'est des vallées des autres. Voilà, c'est le talon qui est derrière. Un peu comme tout le monde le dit. Quand les gens sont au dos au mur, il faut qu'ils cherchent le bouc émissaire. Et donc on a cherché le bouc émissaire. Je pense que... Et ce qui est intéressant, c'est que bon, sur la gouvernance Yahi, lui-même, il connaissait ses jeux quand même. Si tant est qu'il accuse son prédécesseur, c'est quand même pas, il connaît que... C'est pas nouveau. Il sait que le jeu politique, quand lui-même, il entrait dans les partis, il choisissait les fidèles, il les positionnait contre les chefs de parti. C'est quand même des pratiques qui n'étaient pas trop saines du tout. Alors donc, ce faisant, il peut accuser son successeur de jouer le même jeu. Injustement peut-être, mais bon, ça, c'est à voir. Après ça, c'est pas notre devoir d'aller nous mêler des choses, des partis qui ne nous concernent pas. Donc, qui est derrière FCBE ou qui est devant, c'est pas mon problème. On analyse les faits, on analyse donc l'animation politique. Et là, on va vous demander, on va dire, de conclure cet entretien de ce soir, mais pas conclure l'actualité, elle, qui est muable et sur laquelle on pourra revenir. Cette question, on reviendra sans doute effectivement sur cette affaire FCBE, quand ça va évoluer. Mais il doit dire que oui, c'est vrai, le président Yahi a beaucoup marqué cette vie parce que c'est un président qui a beaucoup bougé et qui fait parler beaucoup de lui. Je pense que l'erreur, c'est de croire que le Bénin tourne autour de Boni Yahi. Ce serait une grosse erreur. Le Bénin ne peut pas tourner autour de Boni Yahi. Aujourd'hui, le Bénin tourne autour de Patrice Talon. Tout simplement parce qu'il est notre président de la République. Il est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement. Quand il finira... Il porte le destin du pays. Et déjà, on le voit. On le voit le chef de l'État porte le destin du pays. Et c'est autour de lui que ça doit se faire. C'est pas autour de celui qui est dans l'opposition. C'est pas autour de celui qui a été. Parce que c'est une affaire cyclique. On vous donne un mandat pour que vous mettiez votre talent en jeu. Et on se met à votre disposition. Mais quand vous avez fini, il faut vous effacer pour que d'autres puissent jouer aussi le jeu, le rôle. Et qu'ils puissent atteindre des objectifs qui se sont assignés. Et donc, le pouvoir n'est pas éternel. Seul le pouvoir divin l'est. Après ce moment-là, je pense que quand vous avez été, il faut apprendre à s'effacer. Je pense que le président, il y a du mal à s'effacer. Et ça se joue. Donc, moi, je trouve que ceux qui l'ont conseillé de quitter la tête, je pense que c'est un très bon conseil à mon avis, qu'il s'en aille. Ça lui permet peut-être de prendre aussi du recul. J'espère. Une autre erreur serait de créer un mouvement de palais. Donc, mais en tant qu'ancien président, sa voix compte, sa voix porte. On aura du plaisir à l'écouter. D'ailleurs, dans le cas de cette maladie Covid, il a émis des idées qui sont intéressantes. Donc, quelque part, nous, on voudrait ce président-là. Je voudrais le lire sur les questions de l'actualité, qu'il écrive. Parfois, qu'il ne soit pas d'accord avec celui qui est là, pourquoi pas. Ça lui donne des idées. Ça permettra à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de regarder, d'analyser ce qui est dit. C'est ça. On a besoin de l'expérience du président Yahi, mais l'expérience partagée avec d'autres. Et non cette posture clanique, sectaire, qui n'avance pas et qui cambre le jeu. Je pense
peut animer la vie politique en opinant de temps en temps, en détonnant dans la symphonie. C'est son droit. Cela dit, les FCBE ont aujourd'hui l'occasion donc de montrer qu'ils sont un parti national. Ils ont les élections en face. Ils ont passé toutes les étapes. Sans yaï. Tout à fait. Donc, c'est à eux, aujourd'hui, de montrer sur le terrain qu'ils sont partis. Capables de non, tout comme nous l'avons dit, ils étaient au parti, ils sont plus au pouvoir. C'est le terrain qui va commander. Nous, on a émis des idées. Après, c'est le terrain qui va commander. C'est au terrain. Donc, c'est à eux de se battre, de se mouiller les maillots, comme tout autre parti. Voilà. Donc, là, je trouve qu'on revient aux choses plus sérieuses. Hein? Il n'y a plus un maître à bord du FCBE. Le FCBE devient naturel, entre dans le nouveau système partisan et c'est à saluer. C'est à saluer comme à saluer les 4 années au pouvoir de Patrice Talon. Je pense que en rigolant avec des amis, j'aime dire que quand vous avez succombé aux lectures politiques de Bouniaï, vous êtes à l'aise face à la pratique politique de Patrice Talon. Aux lectures politiques de l'autre. Quand vous avez succombé aux lectures politiques de l'autre, vous êtes à l'aise face à la pratique politique de Patrice Talon. L'un est à la pensée, l'autre est à l'exécution. Et là, j'avoue que 4 années, c'est franchement 4 années de révélation. C'est 4 années de style. C'est 4 années d'élégance. C'est 4 années de résultats intéressants. Quoique rien n'est toujours définitif et que tant qu'il reste encore à faire, rien n'est fait. On peut saluer ces 4 années qui ont apporté énormément aux Béninois et au Bénin en termes d'auto-prise en charge. Aujourd'hui, on vous nomme, vous savez que vous avez tel avantage, vous ne pouvez pas espérer plus. Aujourd'hui, vous êtes cadre dans l'administration, vous savez que vous ne pouvez pas rêver plus. Aujourd'hui, vous êtes dirigeant, vous savez. Aujourd'hui, vous êtes média, vous savez que vous ne pouvez pas non plus jouer sur le chantage, voilà, comme d'habitude, et louer le disciple et attaquer le maître. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Aujourd'hui, vous êtes syndicaliste, vous savez que désormais le chantage par les grèves est terminé. Aujourd'hui, vous êtes grand voisin, vous savez que le chantage par la fermeture des frontières ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, vous êtes partenaire au développement. Vous savez bien que vous avez en face, vous avez au Bénin, quelqu'un qui sait lire un peu les notes derrière les postures et qui sait décoder les phases et les styles des finances internationales pour les postures et les regards pour dire la réalité. Et en face de tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes coronavirus et vous savez qu'il ne s'agit pas qu'au Bénin, le président ne succombe pas à la posture de tous, mais analyse la situation. Ça marche. Et pèse les pour et les contre de différentes options avant de les prendre. Vous savez qu'il est dans l'anticipation et qu'avec le gouvernement, il suit l'évolution pour qu'à chaque étape, il puisse prendre les décisions qui s'imposent. Alors, que dire que de le souhaiter bon vent et que nous, les Béninois, que nous puissions tirer des leçons de vie, des leçons d'existence, des leçons de pratique de ce qui se passe. Que surtout la jeunesse puisse tirer dedans. Parce que c'est elle le grand bénéficiaire de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la jeunesse qui, demain, tout ce qui se fait et que les gens critiquent, parfois à juste titre, il y a des changements. Demain, c'est eux, la jeunesse, c'est la jeunesse qui va en tirer. C'est à eux. Donc, de prier pour le président, de prier pour sa famille, de veiller et de prier pour le Bénin, pour que nous puissions passer l'étape du coronavirus, que nous puissions avoir des élections locales, des élections communales. Et que, au terme de ces élections, que les réformes politiques continuent de se renforcer à travers ces moments d'élection et ces moments difficiles. Je pense que c'est comme ça qu'un pays bâtit son destin. Voilà. Donc, bon vent à tous. Bon vent au FCBE. Oui, et bon vent au président qui va entamer demain sa retraite politique. Sa 5e année. Non, je dis bon vent au FCBE. Ah oui.
Et bonne chance au président. Bon vent également au président Talon qui entame demain. Bien évidemment. Qui entame le 6 avril. Ça commence sa cinquième et dernière année du premier mandat. Espérant que le vent sera favorable pour que le travail commence aussi bien se poursuive. Que ce navire-là aille à très bon port, à port espéré bien évidemment. C'est vrai que les 4 ans sont très vite passés. Il y a eu des choses sur lesquelles on n'a même pas eu le temps de revenir. C'est le moment, la semaine, ça annonce. On a toute la semaine puisque le programme est tel que nous l'opinions, un peu comme on l'a fait pour les 30 ans de la conférence nationale. Que tous les matins, on prenne des aspects de la gouvernance. Donc, ce lundi matin déjà, je pense qu'on va évoquer les aspects politiques internes, c'est-à-dire de la gestion politique. Du président Talon. Ainsi de suite, comme les soirs, il y aura des plateaux consacrés, bien évidemment, à cet anniversaire-là. Exactement, parce que notre devoir aussi, c'est au-delà du décryptage, c'est d'offrir la parole également à d'autres acteurs pour qu'ils opinent et que ce qu'on peut corriger soit corrigé, ce qu'on peut améliorer soit amélioré. Et que bon, voilà, et nous on parle et sans doute ça ne tombe pas dans les oreilles du sourd, ce qui peut être conceptuel. C'est pour ça que des critiques objectives sont attendues pour que celui qui agit avise. Voilà donc ce qui est attendu cette semaine-là, revenu sur le chemin parcouru depuis 4 ans. Consultant politique Agapit Napoléon Mafouika, merci beaucoup, merci pour ce soir et pour demain déjà, ce qui s'annonce. Amis téléspectateurs, ne débranchez pas parce que ETélé, que ça soit au niveau de vos écrans ou au niveau de vos, on va dire Android, avec toutes les possibilités qui s'offrent donc, c'est toujours l'actualité continue, aussi l'analyse de l'actualité qui continue. Bonne soirée.